Voilà, donc on va pouvoir commencer cette réunion. Bien entendu, vous présenter au nom du bureau nos meilleurs vœux pour l'année 2015 dans une ambiance qui est relativement lourde et pesante. Nous avons annulé la réunion de la semaine dernière puisque Madame la directrice générale de l'AFD quelques heures avant de notre audition, nous a demandé d'annuler cette réunion, donc nous l'avons annulée. Et donc nous nous retrouvons pour cette première séance de l'année 2015. Nous allons examiner en seconde lecture la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Le groupe écologiste a demandé inscription à l'ordre du jour de la proposition de Madame Laurence Abeille. Notre commission, d'ailleurs, s'était déjà saisie pour avis de la première proposition de loi relative à l'application du principe de précaution défini par la Charte de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques, qui avait fait l'objet d'une motion de renvoi, je m'en souviens, en commission lors de la séance du 31 janvier 2013. Et Suzanne Tallard, qui est notre rapporteure, s'en souvient elle aussi. La seconde proposition de loi a été examinée pour avis par notre commission le 8 janvier 2014 et a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Le 23 janvier 2014, le Sénat, quant à lui, a adopté le texte le 26 juin dernier. C'est donc proposé que notre commission se prononce pour avis en deuxième lecture sur la proposition de loi modifiée par le Sénat. Nous avons donc, à l'issue du dépôt des amendements, enregistré 9 amendements qui ont été déposés par le groupe UDI, cher Yannick. Je rappelle le calendrier. Ce texte est examiné parallèlement par la Commission des affaires économiques qui est saisie au fond et sera débattu en séance publique le jeudi 29 janvier au matin dans le cadre d'une niche parlementaire du groupe écologiste. Je donne dès maintenant la parole à Suzanne Tallard, notre rapporteure pour avis. Madame la rapporteure, chère Suzanne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc pour la troisième année consécutive, notre commission est appelée à examiner pour avis cette proposition de loi qui s'attache à mieux encadrer l'exposition de nos concitoyens aux ondes électromagnétiques. En effet, cette initiative parlementaire, examinée essentiellement dans le cadre des journées réservées des groupes écologistes de l'Assemblée nationale et du Sénat, a eu un parcours atypique, si vous me permettez cette expression. D'abord, l'adoption d'une motion de renvoi en commission lors de l'examen à l'Assemblée en première lecture le 31 janvier 2013. L'examen en première lecture du texte remanié à l'issue d'une année de travail, comme s'y était engagée la majorité parlementaire, le 23 janvier 2014. Un examen en première lecture au Sénat en juin dernier, d'un texte qui s'il n'avait pas été rattrapé à la volée par le gouvernement, aurait sans doute été condamné à devoir attendre la prochaine journée réservée du groupe écologiste au Sénat. À mon sens, les assouplissements apportés par le Sénat ne remettent pas en cause la philosophie générale qui sous-tendait cette proposition de loi telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, qui reprenait largement les conclusions des rapports COMOP, COPIC, du rapport de suivi et mise à jour de l'ANSES d'octobre 2013 et la mission sur l'objectif de sobriété demandée par le Premier ministre à messieurs Girard, Tourtellier, Le Boulaert. La proposition de loi conserve en effet son double objectif. D'une part, le contrôle des niveaux d'émission et d'exposition, l'organisation d'une concertation au niveau local associée à une médiation au niveau départemental et la résorption des points atypiques dans un délai raisonnable. Et d'autre part, de meilleures pratiques d'utilisation des équipements terminaux pour les consommateurs et les installations permettant un accès sans fil à Internet par les utilisateurs. Sans faire une analyse exhaustive de l'apport du Sénat à cette proposition de loi qui relève de la commission saisie au fond, je souhaite en souligner quelques éléments. Disposition phare de la proposition de loi, l'article 1er, largement réécrit à l'initiative de notre commission lors de l'examen à l'Assemblée nationale, a été substantiellement modifié par le Sénat,
qui a en particulier souhaité substituer à l'objectif de modération de l'exposition du public au champ électromagnétique celui de sobriété, de réorganiser la procédure communale ou intercommunale de concertation et d'information du public en l'inscrivant dans le texte même de la loi. Et enfin, clarifier la définition des points atypiques ainsi que la responsabilité des exploitants des installations radioélectriques en matière de résorption de ces derniers. Que penser de ces nouvelles rédactions ? Partageant pleinement l'objectif du Sénat d'avoir un dispositif défini le plus clairement possible dans le texte législatif, je ne peux qu'approuver dans son principe la réécriture de cet article 1er en ce qui concerne la procédure de concertation locale et de médiation départementale. Bien sûr, on peut regretter certains assouplissements, notamment en matière d'éléments d'information transmis au public ou bien encore de mesures de contrôle a posteriori de la cohérence des estimations. Je les crois néanmoins plus formelles que réelles. Sur le premier point, les attentes fortes exprimées par les administrés conduiront les élus locaux à mettre en place une procédure de concertation et d'information la plus large possible. Je crois en effet fermement que la transparence préalable et les informations fiables sur la réalité des émissions sont le moyen le plus sûr d'atténuer craintes et réticences et de faciliter les installations nécessaires à l'indispensable couverture numérique de qualité de notre territoire. Sur le second point, toute personne pouvant faire mesurer gratuitement depuis le 1er janvier 2014 l'exposition aux ondes électromagnétiques, aussi bien dans les locaux d'habitation que dans les lieux accessibles au public, il suffira de faire usage de cette faculté pour pouvoir vérifier a posteriori la cohérence de l'exposition effective générée avec les prévisions de simulation. Le Sénat a jugé préférable de revenir sur le choix fait par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre commission, de retenir la notion de modération issue des conclusions du rapport Tourtellier-Girard-Le Boulaert. Un consensus avait été trouvé à l'Assemblée sur ce principe, qui implique une démarche active qui bénéficie aussi aux exploitants d'installations radioélectriques, des installations plus performantes, moins émissives, moins énergivores, plus compétitives. Donc, si la notion de sobriété me paraît dépourvue de cet aspect dynamique, elle préserve toutefois l'idée d'éviter tout excès en la matière. Enfin, permettez-moi de m'arrêter plus longuement sur la résorption des points atypiques et donc leur définition préalable, qui a fait l'objet d'une écriture différente à chaque étape d'examen de la proposition de loi. La Commission des affaires économiques du Sénat avait adopté une position très restrictive, tant en matière de définition que de résorption. L'adoption de l'amendement 51 présenté par le gouvernement en séance plénière clarifie la définition des points atypiques en laissant une marge d'appréciation importante à l'Agence nationale des fréquences, qui se voit chargée d'en déterminer les critères pertinents, niveau d'exposition, type de lieu, présence du public, contraintes techniques ou économiques, révisées régulièrement. Tout en prévoyant des conditions suspensives de la faisabilité et de qualité de service, la nouvelle rédaction rétablit le délai de 6 mois posé par l'Assemblée nationale en première lecture et permet à l'Agence nationale des fréquences de saisir les autorités affectataires lorsque les exploitants ne prendront pas les mesures nécessaires au traitement des points atypiques. La nouvelle rédaction m'apparaît de nature à permettre un recensement le plus juste possible par des critères définis au plus proche de la réalité des territoires et des circonstances, en tenant compte de la faisabilité technique par la NFR elle-même, qui est la plus à même de les apprécier et, si nécessaire, de les réviser. Quant à la résorption, la réintroduction du délai de 6 mois semble de nature à garantir une trajectoire raisonnable de réduction des points atypiques, à défaut d'une disparition complète. Nous nous inscrivons ici, mes chers collègues, dans la droite ligne de nos prédécesseurs de cette commission, qui ont largement œuvré en 2009-2010 à l'occasion de l'examen de la loi portant engagement national pour l'environnement pour que, je cite, les pouvoirs publics insistent valablement les opérateurs de téléphonie mobile à tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible le taux d'exposition de la population, pour reprendre les propos du co-rapporteur sur ces sujets, Bertrand Pancher.
Après l'incitation, le temps est venu d'agir plus fortement, car nos connaissances ont évolué, tout comme les attentes de nos concitoyens. Je serai plus brève sur le titre 2 de la proposition de loi, pour lequel le Sénat a fait le choix de retenir des obligations d'information et de sensibilisation du public et des utilisateurs plus pragmatiques, tout en maintenant la prise en compte de l'impact sanitaire des champs électromagnétiques. Certes, la notion de protection du public et des utilisateurs a été supprimée par le Sénat, mais 4 dispositions importantes prenant en compte l'impact sanitaire des champs électromagnétiques, supprimées ou modifiées par sa commission des affaires économiques, ont été rétablies en séance plénière. Les articles 3 et 7 ont ainsi été adoptés conformes dans leur rédaction issue de l'Assemblée nationale. Le premier confie à l'ANSES une mission de veille et vigilance en matière de radiofréquence et d'évaluation des risques et effets potentiels ainsi que des impacts sanitaires des champs électromagnétiques. Le second prévoit les modalités de la protection des enfants en bas âge dans certains espaces. Le lancement dans un délai d'un an d'une campagne d'information et de sensibilisation aux bonnes pratiques d'utilisation des téléphones mobiles et d'autres équipements radioélectriques prévus à l'article 6 est préservé. Quant à la nouvelle rédaction concise, ramassée de l'article 8, elle conserve l'essentiel, la remise d'un rapport au Parlement sur l'électrosensibilité qui doit, à l'image de ce qui se fait dans les pays voisins, explorer toutes les pistes de réponse politique pouvant être apportées à des personnes indéniablement en souffrance. S'il a approuvé les dispositifs relatifs à l'information et aux recommandations d'usage permettant de limiter l'exposition aux émissions radioélectriques, le Sénat est revenu sur les dispositifs techniques prévus sur les équipements radioélectriques eux-mêmes. En effet, le Sénat a maintenu les dispositifs d'information concernant, à l'article 4, d'une part les utilisateurs d'équipements terminaux radioélectriques et d'autre part les occupants de locaux privés et les usagers d'établissements proposant un accès sans fil à Internet. Il a également maintenu à l'article 5, tout en clarifiant la rédaction, les 2 dispositifs relatifs à la mise en scène dans les publicités vantant la promotion de l'usage d'un téléphone mobile, de ce téléphone dans des conditions conformes à la législation, c'est-à-dire avec l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques, obligatoirement vendus avec le téléphone. Il a en revanche confirmé la suppression par sa commission des affaires économiques des dispositions relatives aux normes techniques de désactivation, c'est l'article 4, et à l'interdiction de la publicité à destination des enfants de moins de 14 ans pour les tablettes, article 5. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui résulte d'un travail d'écriture affiné par les 4 commissions qui ont eu à en connaître, puis par chacune des 2 assemblées au cours de la séance plénière, afin de prendre en compte dans la transparence le développement de nouvelles technologies, permettre la bonne couverture numérique de notre territoire, qui est aussi une attente de nos concitoyens, mais également mettre en avant la garantie de la santé de ces derniers. 2 principes ont guidé mon action tout au long du long parcours législatif de ce texte. D'une part, l'inscription dans la loi elle-même, autant que possible, des conclusions auxquelles est parvenu le COPIC, afin que tous nos concitoyens et toutes les communes disposent des mêmes garanties d'information, de concertation et de transparence. L'équilibre atteint aujourd'hui semblera à certains en deçà de ce que permettent déjà certaines chartes, mais rien ne leur interdit d'être plus ambitieux. Il a le mérite de poser des règles communes qui permettent de conjuguer sur l'ensemble de notre territoire les avancées des technologies et les nécessités du développement économique qui passent par la révolution numérique et le principe de précaution, comme doivent nous y inciter les catastrophes sanitaires survenues dans un passé pas si lointain. D'autre part, le soutien aux dispositifs d'information, de recommandation d'usage et de normes techniques permettant une utilisation plus sûre et plus responsable des téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques. Le texte issu des travaux du Sénat est moins ambitieux en matière de normes techniques, mais préserve l'essentiel des éléments d'information et de sensibilisation, y compris ceux dont la nature législative a pu être questionnée. Cette proposition de loi est attendue avec impatience par nombre de parties prenantes. Repousser son adoption définitive au motif de rectifier les quelques scories qui demeurent après l'examen en première lecture au Sénat,
qui a permis de sécuriser juridiquement la rédaction des principaux articles de la proposition de loi, c'est, compte tenu de la configuration qui résulte du renouvellement de ce dernier en septembre 2014, prendre le risque d'une navette sans retour. D'autres véhicules législatifs sont annoncés, notamment le projet de loi sur le numérique, qui pourront porter les éventuelles modifications qui s'avéreraient nécessaires à l'usage. En conclusion, je vous recommande donc d'émettre un avis favorable à l'adoption de cette proposition de loi sans modification. Madame la rapporteure, merci. Je vais ouvrir la discussion générale. Je commence par le groupe SRC. Viviane Ledicet. Viviane. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous allons étudier ce qu'on appelle la PPL Onde. Je préférerais évidemment rappeler la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Un peu d'histoire, vous l'avez déjà rappelé. En fait, chaque mois de janvier, nous venons étudier cette loi. Déjà en janvier 2013, on avait renvoyé ce texte parce qu'il y avait évidemment des vides juridiques, mais aussi des études en cours. Donc il était important d'attendre pour pouvoir bien légiférer. En janvier 2014, nous avions amendé et voté ce texte, puis renvoyé au Sénat, qui lui-même a été voté dernièrement au mois de juillet 2014. Et puis voilà, juillet 2015, cette PPL nous revient en deuxième et dernière lecture. Nous sommes la commission CDDAT saisie pour avis et la commission d'action économique qui sera sur le fond. Deux commissions en faveur pour avancer justement sur ce thème. Le contexte, le développement exponentiel des technologies sans fil soulève de nombreuses interrogations, en particulier sur l'absence d'encadrement législatif sur les effets sanitaires possibles pour le public via les antennes relais ou le Wi-Fi et les téléportables. Évolution évidemment depuis la première lecture, et Madame la rapporteure vous l'a largement explicité. Il s'agit d'encadrer l'exposition du public aux ondes magnétiques en insistant sur les principes de sobriété, de concertation et d'information, sans pour autant porter atteinte aux objectifs ambitieux fixés par le gouvernement dans le domaine du numérique, le très haut débit pour tous, sur tous les territoires, et évidemment avec une perspective évidente de renouveau pour les milieux ruraux, qu'il ne faut surtout pas oublier, et un accent évidemment mis aussi sur les écoles. Un texte de loi, 2 titres, 8 articles, donc je pense que l'on pourra l'étudier au plus rapidement possible. Le premier titre est le cœur du texte. Il introduit dans la loi le principe de sobriété dans l'exposition aux ondes. Cette sobriété vaut surtout pour les points où le niveau d'exposition dépasse sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale, qui sont appelés points atypiques, et dont le recensement s'effectuera donc chaque année pour l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR. Le texte met aussi l'accent sur la concertation au niveau local. Chaque élu local se voit, on s'est déjà vu, confronté un jour à la question de l'implantation d'une antenne relais, plus largement d'une installation radioélectrique sur le territoire de sa commune. Le texte donnera la possibilité aux maires d'exiger aux opérateurs une simulation de l'exposition si le projet d'installation ou de modification est autorisé. Le titre 2 porte sur l'information et la sensibilisation des citoyens. Le texte permettra également aux citoyens de disposer d'une information claire et transparente. Dans le contexte où les citoyens se posent fort légitimement des questions sur l'impact sanitaire de ces technologies, alors que le président de la République a lancé un grand chantier sur la démocratie participative, cette disposition ne peut que nous réjouir. Le texte propose enfin, dans sa dernière partie, d'obliger le fabricant des équipements radioélectriques d'afficher le débit d'absorption spécifique, que l'on appelle plus communément le DAS, comme c'est déjà le cas pour les mobiles. Il prend d'autres dispositions pour assurer la sobriété dans les lieux publics et interdit enfin toute publicité qui mettra en évidence une utilisation d'un mobile sans oreillette. Le texte que nous étudions aujourd'hui en 3e lecture est important. C'est un premier texte de loi qui protège les citoyens, mais aussi les informe, et en obligeant les opérateurs d'apporter des simulations sur l'exposition des projets d'installation.
Merci beaucoup. Jacques Kosowski pour le groupe UMP. Merci, Président. Il y a un an, la proposition de loi relative à l'application du principe de précaution qui a été défini par la Charte de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques, déposée par le groupe Écolo, avait fait l'objet d'ailleurs d'une motion de renvoi en commission du groupe SRC. Cette proposition de loi visait à limiter le déploiement du numérique et des antennes relais, d'ailleurs en incohérence avec les engagements de l'État et des acteurs économiques en faveur de l'aménagement numérique du territoire et en contradiction avec les études scientifiques. Je rappelle l'Académie de médecine, d'ailleurs, s'est notamment montré très critique envers ce texte. Le groupe Écolo a présenté donc en janvier 2014 cette nouvelle PPL relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc notre commission est saisie aujourd'hui pour avis. Ce nouveau texte, qui reprend certaines dispositions du premier texte, telles que la désactivation par défaut du Wi-Fi, le renforcement de l'information des utilisateurs, l'encadrement des publicités, a été modifié par le Sénat en première lecture. Et ces modifications ont porté notamment sur la suppression et la désactivation par défaut du Wi-Fi et de l'interdiction de la publicité des appareils destinés aux enfants de 14 ans et l'obligation d'ailleurs d'obtenir l'accord des occupants d'un immeuble pour installer les équipements électromagnétiques. De ce fait, le texte a été quelque part amélioré. Néanmoins, les mesures prévues auront pour conséquence de complexifier davantage l'activité des acteurs du secteur, alors même que le gouvernement s'est engagé à développer le numérique sur tout le territoire. L'article 1er reste toujours inacceptable car il renforce la présomption de dangerosité des ondes électromagnétiques, alors même que cette dangerosité n'est démontrée par aucune étude, ne serait-ce que l'Académie de médecine. Donc le groupe UMP avait défendu une motion de rejet en première lecture. Il ne votera donc pas cette PPL. Merci. Merci. Yannick Favennec. Merci, Monsieur le Président. La problématique de l'exposition de la population aux ondes électromagnétiques n'est pas un sujet anodin, bien sûr, et compte tenu du développement massif des technologies recourant aux radiofréquences, il ne manquera pas d'animer régulièrement nos discussions à l'avenir. Ce débat n'est pas nouveau. Un Grenelle des ondes avait d'ailleurs été mis en place dès 2009. Les travaux se sont déroulés en toute indépendance, en se basant sur l'expérimentation locale, ce qui constitue la méthode, bien sûr, là aussi à privilégier. Elle a d'ailleurs permis de constater que la très grande majorité de la population était exposée à un champ électrique inférieur aux normes en vigueur. Sur ce sujet potentiellement anxiogène, il est essentiel d'inscrire nos travaux sur la base de faits scientifiques avérés. L'étude de l'ANSES du mois d'octobre dernier relève que l'exposition du public augmente fortement, mais n'a toujours pas trouvé de preuves irréfutables d'éventuels effets sanitaires néfastes. À défaut de preuves irréfutables, l'agence évoque un niveau de preuves limité pour les anomalies décrites dans certains travaux. En clair, elle a détecté des signaux anormaux qui empêchent de déduire que les radiofréquences sont inoffensives. L'effort d'abaissement des puissances des antennes relais de téléphonie mobile doit donc continuer à peser sur les points dits atypiques qui sont soumis à une exposition anormalement élevée. Cela doit se faire à travers une concertation approfondie entre les opérateurs, les élus et bien sûr les riverains. Cette proposition de loi contient des dispositions d'ailleurs intéressantes dans ce domaine. Mais le groupe UDI tient à réaffirmer son attachement à la lutte contre la fracture numérique à travers l'aménagement numérique de l'ensemble de notre territoire. Et j'en parle en connaissance de cause, député d'un territoire rural, la Mayenne, dans lequel le haut débit, le très haut débit et l'accès à la téléphonie mobile pose encore un certain nombre de difficultés. Nous serons donc vigilants à ce que ce texte ne vienne pas faire peser des contraintes injustifiées sur les professionnels et sur les collectivités territoriales. Merci. Guillaume Chevrollier souhaite intervenir, donc je lui passe la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Le texte que nous examinons est un exemple type des conséquences de la majorité parlementaire fragile, puisque le gouvernement a besoin du soutien des écologistes, d'où la reprise de ce texte sur les ondes électromagnétiques. Et le parcours est très chaotique de cette proposition de loi. Après un renvoi en commission en décembre 2012, nous avons eu en janvier 2014 une nouvelle version du projet. Et le calendrier parlementaire montre l'enthousiasme du gouvernement pour ce texte, avec un examen au Sénat 6 mois plus tard et un retour à l'Assemblée nationale 7 mois plus tard. Nous sommes loin de l'urgence. Mais fort heureusement, ce texte a été profondément remanié lors de l'examen dans les deux assemblées. Il n'en reste pas moins qu'il conserve les mêmes défauts.
Pourquoi intervenir alors que la dangerosité n'est pas prouvée? Au contraire, M. Ledéo, qui est vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, a dit justement, je le cite, « L'ensemble des rapports d'expertise internationaux, fondés sur des milliers d'études, concluent qu'il n'y a pas de risque avéré des radiofréquences en dessous des limites réglementaires. Pourquoi donc créer un frein au développement du numérique alors que nous, élus des territoires ruraux, nous battons pour l'égalité en ce domaine et contre les trop nombreuses zones blanches encore existantes dans notre pays? Ce texte n'est-il pas en contradiction avec l'examen du projet de loi à l'ordre du jour de ce mois de janvier qui vise à promouvoir la croissance et l'activité, le fameux projet de loi Macron? Ce texte ne remplit même pas une cause qui, elle, est juste. Je veux parler des solutions à apporter aux personnes hypersensibles aux ondes électromagnétiques. C'est donc un texte inopportun qui sera de plus facteur d'insécurité juridique pour les élus locaux qui nous est proposé ce jour et je ne le soutiendrai pas. Je vous remercie. Merci. Sophie Rofritsch. Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais insister sur la dangerosité de ce texte. Si je pouvais me le permettre, il brouille finalement l'image que nous devrions avoir de l'aménagement numérique de notre territoire de manière globale. Nous ne devons pas faire de schizophrénie, pas ouvrir la boîte de Pandore et pas non plus créer une forme de préjudice qui n'existe pas à ce jour et qui serait générée par l'angoisse de ceux qui, à la lecture de ce texte, comprendraient à tort qu'il y a réellement un risque à voir se développer autour d'eux ce qu'ils appellent pourtant de leur vœu pour leur permettre de travailler au quotidien et d'accéder à toutes les performances des télécoms aujourd'hui. Alors il y a une réelle schizophrénie à induire en erreur les utilisateurs, notamment des téléphones portables. Je rappelle quand même qu'aucune étude au niveau national déjà, ni européen ni mondial, n'a démontré qu'il y avait une réelle dangerosité une exposition aux ondes électromagnétiques. Et pour le moins, il faudrait que les puissances soient 10 000 à 100 000 fois plus élevées que celles préconisées pour qu'il y ait un effet démontré sur la santé. Alors, on fait à nouveau référence au terme de sobriété. Alors, moi, sobriété, on a déjà eu ce débat lors du premier examen dans notre commission. On sait ce que c'est au niveau de la santé, mais au niveau constitutionnel et au niveau législatif, on ne peut pas comprendre ce que signifie ce mot. Il n'est absolument pas juridiquement justifiable. Donc, c'est vraiment très compliqué. D'un côté, je rappelle ce principe de schizophrénie qui nous anime quelquefois, d'admettre qu'en territoire rural, par exemple, comme vient de le dire à juste titre M. Chevrollier, on nous intime l'ordre de couvrir au mieux l'ensemble du territoire et que parallèlement, on instille le doute et un risque de voir se générer un nombre d'angoisses tout à fait infondées au travers de ce texte. En plus, il est pernicieux pour les élus locaux, notamment les maires, parce qu'effectivement, ils doivent être informés, mais qui dit une obligation d'information fait comprendre à la population ensuite qu'ils ont réellement pouvoir de police. Or, bien couvrir un territoire, ça se fait au niveau national et c'est pas de la responsabilité directe de l'élu local d'assurer que la couverture est bien réalisée. Or, les gens, quand ils vont savoir que les maires vont être informés systématiquement, vont se tourner vers eux pour vraiment lui faire porter l'intégralité de leurs angoisses. Donc, on tourne en rond et l'ensemble des sujets qu'aborde ce texte est vraiment source de contentieux. Merci. Merci. Peut-être dernier intervenant, François-Michel Lambert et Christophe Priou après. François-Michel Lambert. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas pu arriver plus tôt. Très rapidement, chers collègues, je souhaite tout d'abord me féliciter le travail qui a permis l'élaboration de cette PPL. Et j'ai entendu ce que notre collègue Sophie Rofritsch vient d'exprimer. Ceci étant, tout le monde connaît l'histoire. On en est à plus de 2 ans de travaux avec une permanence de recherche, que ce soit dans les groupes politiques, que ce soit les différents acteurs, les opérateurs, les experts, les associations. Ça fait plus de 2 ans que cette loi est travaillée, qu'elle est modulée, et nous arrivons à une proposition qui intègre quand même un travail, moi j'estime, remarquable, vu d'où on est parti et des énormes crispations,
pour arriver à la capacité à trouver un consensus et répondre aux enjeux que nos concitoyens se posent comme question. J'ai entendu ce qui a été dit. Est-ce qu'il faut mettre au niveau des maires la question de la responsabilité? Elle est déjà de fait aujourd'hui. Moi, dans toute ma circonscription et même au-delà, chaque fois qu'il y a une antenne qui va être plantée ou qui est plantée, c'est le maire qui en est responsable, puisque l'édification d'un bâtiment, d'une structure, elle est dans l'esprit du concitoyen de la responsabilité unique du maire. C'est pas tout à fait comme ça. Et oui. Et donc, en permettant au maire de ne pas être entre le marteau et l'enclume, mais plutôt de sortir d'un affrontement, et en lui donnant les capacités à agir, à créer du débat, à créer de l'acceptation collective, à faire bouger aussi les opérateurs pour peut-être mieux intégrer, faire baisser les tensions, les expositions, pour déplacer si nécessaire, pour maîtriser en vérité ce qui se passe sur son territoire, eh bien, nous irons en progression et nous irons en confiance. Donc, j'en finirai juste par 2 points. Texte équilibré, largement soutenu par les associations qui, même si elles critiquent la sortie du Sénat où le texte a été amoindri, il est issu d'une procédure concertée et transparente et intègre les préconisations du COMOP COPIC issu du Grenelle des ondes. On n'est pas là pour imposer une nouvelle procédure. Et permettez-moi, juste en conclusion, de rappeler notre collègue Laurence Abeille, par sa persévérance, un travail méticuleux, la capacité à remettre en cause, on ne peut pas le nier. Elle nous permet aujourd'hui d'avoir le texte minimum attendu par les Français, et je pense au-delà, tous ceux qui sont concernés, les associations et les opérateurs et les élus de terrain. Merci. Merci. Dernier intervenant, donc Christophe Priou. Christophe. Oui, mais, Monsieur le Président, dans la ligne un petit peu des précédents orateurs, effectivement, je crois que le marathon qu'a connu ce texte n'est pas dû qu'à l'embouteillage législatif et la surcharge du travail. Je pense que effectivement, ça met en exergue la difficulté du sujet, avec les paradoxes qui ont été soulevés, hein, que nous cultivons dans nos circonscriptions et dans nos communes. Nous recevons en même temps des pétitions de citoyens par rapport à l'installation de nouvelles antennes relais, et en même temps on reçoit des pétitions pour la couverture à 100% de telle ou telle zone et telle ou telle commune, retrouvant quelquefois d'ailleurs dans les signatures et les noms des pétitionnaires, des gens qui voudraient, quand ils habitent, quand ils sont dans leur maison, qu'effectivement cette maison soit bien couverte, et quand les enfants sont scolarisés dans un autre lieu, effectivement ils ne soient pas exposés à ces ondes. Donc le travail du législateur est de trouver un juste équilibre. Je crois que c'était d'ailleurs souligné dans tous les groupes, hein, à travers ce texte. Rappelez aussi, vous en étiez, Monsieur le Président, que nous avions inscrit dans la Constitution le principe de précaution, et ce principe de précaution avait dépassé du moins largement les clivages habituels. Donc je pense que, revenant du Sénat et aujourd'hui à l'Assemblée, il nous faut aujourd'hui trouver ce juste équilibre. C'est ce que j'appelle de tous mes voeux. Merci. Donc, oui, un petit mot, Madame la rapporteure, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, de vos apports qui reprennent en partie les discussions que nous avons eues, mais qu'il est bon de rappeler, je crois. D'abord, dire que la recherche que nous avons essayé de tenir depuis le début, c'est justement de trouver un texte équilibré. Ça a été dit par plusieurs d'entre vous, ça a été réellement notre volonté. Je dois dire que j'ai travaillé avec Laurence Abeille en toute complicité, je vais dire, parce que sans que nous cédions l'une et l'autre sur nos convictions, il n'empêche que nous avons mené des auditions très riches, intéressantes, en toute franchise, et c'est un travail du coup et avec le personnel vraiment en toute intelligence, je crois. Ce texte est équilibré en effet parce qu'il veut assurer
la couverture de très grande qualité numérique de notre territoire et en même temps éviter les risques. L'ANSES ne parle pas de risques avérés, dit qu'il n'y a pas de risque avéré, elle ne dit pas qu'il n'y a pas de risque. Et là, tout est sur le jeu de ces mots-là. Donc, le principe de précaution existe. C'est sous la présente majorité qu'il a été intégré dans notre arsenal législatif. Il est bon de le rappeler. Et en même temps, toutes nos discussions avec les opérateurs montrent que on peut arriver à un niveau de couverture du territoire et de futur développement du territoire tout en abaissant, autant que faire se peut, l'exposition aux ondes, sans empêcher évidemment le bon niveau de service. C'est constamment cet équilibre que nous avons cherché. Quant au terme qui a été choisi, qui a été prononcé, angoisse, dangerosité, etc., tous les élus locaux qui ont eu affaire à de nouvelles installations d'antennes relais en particulier, ont été confrontés à l'angoisse de nos concitoyens qui, n'y comprenant rien et voyant ces énormes pylônes, pensent d'ailleurs, comme nous tous au début, que en fait, le danger venait de ces antennes relais alors qu'elles viennent du téléphone que nous avons à l'oreille. Et le grand apport du rapport Tourtellier, Gérard Le Boulaire, c'est que, en effet, il faut être aussi vigilant sur l'installation de ces nouvelles antennes que sur l'utilisation des terminaux que nous utilisons. Lors de nos auditions, nous avons interrogé les opérateurs qui ont été obligés de nous avouer qu'il y avait moins de conflits ces dernières années qu'il y a 4 ou 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des informations. Parce que les chartes dans les territoires ont mis en place des codes de bonne conduite qui ont levé une grande partie des inquiétudes et des informations. Que propose ce projet de loi ? La même chose en allant un peu moins loin. Il faut le dire, le Sénat n'a pas souhaité, en effet, je l'ai dit tout à l'heure, qu'après la simulation, il y ait la vérification que ce qui est installé correspond aux simulations. Mais je l'ai dit, il y a un moyen de parer à cela. Donc, je pense que cette proposition, qui est effectivement le fruit de discussions avec les associations, entre le groupe écologique et le groupe socialiste, c'est un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est un compromis qui me paraît de nature à rassurer sans empêcher la couverture de bonne qualité de notre territoire. C'est pour ça que je vous demande de voter en faveur de ce texte. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à l'examen des différents amendements qui ont été déposés. Donc, j'ai, avant l'article 1er, donc un amendement qui porte le numéro CD1 et qui va être présenté par Yannick Favennec. Cher Yannick. Merci, Monsieur le Président. Madame le rapporteur, c'est un amendement qui vise à substituer au terme sobriété le terme maîtrise de l'exposition des ondes radio, notamment parce que la maîtrise est effectivement recommandée par l'ANSES et qu'elle fait l'objet de recommandations concernant sa mise en œuvre. Au contraire, la sobriété, elle, ne renvoie à aucune notion définie en matière d'exposition. Il n'existe aucun élément scientifique et mesurable définissant ce qu'est une exposition sobre. Ce qui peut, bien sûr, induire une insécurité juridique, car on laisserait à ce moment-là au juge le pouvoir de décider si telle exposition est sobre et, le cas échéant, comment la rendre sobre. Merci. Madame la rapporteure. Merci. C'est une discussion que nous avons eue depuis 2 ans, on va dire. Donc, ce troisième terme qui est proposé pour définir la même idée, en fait, qui est celle de modération de l'exposition aux ondes. La proposition initiale était modération. La proposition adoptée par le Sénat parle de sobriété. Il m'apparaît inutile de proposer à ce niveau de lecture un nouveau synonyme pour prévenir une exposition excessive de la population aux ondes électromagnétiques. Ça, c'est les termes qui sont repris
du rapport de la Commission du développement durable sur le projet de loi portant engagement national pour l'environnement de messieurs Grouard et Bertrand Pancher. Citation. Des débats parlementaires très clairs sur ce point, plus une nouvelle rédaction de l'article L34-9-1 précise qu'un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en œuvre de cet objectif, donc pas de risque d'insécurité juridique. Par ailleurs, la Commission des affaires économiques du Sénat a au contraire souligné que sobriété était moins anxiogène que modération. On peut s'interroger indéfiniment sur les termes, hein, et que maîtrise peut être considérée comme anxiogène, sans doute même plus que sobriété, ce qui implique la notion de retenue quantitative, alors que maîtrise impliquerait une menace des ondes par elle-même. Donc, juste pour dire que sur ce terme, on peut discuter à l'infini, on l'a déjà fait beaucoup entre nous, hein. On peut discuter à l'infini. L'idée quand même, c'est d'avoir un niveau d'exposition le plus faible possible, tout en conservant un bon niveau de service. Je l'ai dit tout à l'heure. Merci. S'il n'y a pas... Donc, avis défavorable. Avis défavorable, pas d'autres intervenants. Donc je mets aux voix cet amendement CD1 qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Merci beaucoup. À l'article 1er, j'ai plusieurs amendements. Tout d'abord, le CD2, avec des argumentaires qui sont... Donc le CD2, Monsieur Favennec. Monsieur le Président, c'est le même que le précédent, donc il est défendu. Il est défendu, donc même vote. Merci. Le CD3, Monsieur Favennec. Alors, c'est un amendement qui vise à respecter merci Monsieur le Président, qui vise à respecter le principe de non-rétroactivité et le droit au maintien des situations légalement acquises, en précisant que l'instance de concertation peut être saisie sur les installations projetées ou modifiées, mais pas sur les installations existantes qui ne sont pas modifiées. Madame la rapporteure. Merci. Le périmètre d'activité de l'instance départementale de concertation est pleinement cohérent avec les installations radioélectriques visées par les dispositions de la proposition de loi en matière d'information et de concertation. Il s'agit bien des installations existantes et des nouvelles installations et des modifications substantielles d'installations radioélectriques. Chacun d'entre nous, en sa qualité d'élu local, a eu à connaître ou connaît des cas où des installations existantes font controverse, proximité d'école, par exemple, point typique, etc. Une médiation est le meilleur moyen d'éclaircir les débats, d'apaiser les tensions, de parvenir à une solution. Il convient de ne pas se priver de cet outil, donc avis défavorable. Merci. Je mets aux voix le CD3. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le CD4, Monsieur Favennec. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à énoncer dans la loi les critères permettant à l'Agence nationale des fréquences de caractériser et d'identifier les points atypiques, ceci afin d'éviter la très forte insécurité juridique associée à la rédaction actuelle, ainsi qu'un abaissement de facto des seuils réglementaires. En outre, cet amendement différencie les lieux où des points atypiques peuvent être identifiés des lieux accessibles au public où s'appliquent les seuils réglementaires. Merci. Madame la rapporteure. Les points typiques sont le résultat de mesures qui démontrent que les niveaux d'exposition du public au champ électromagnétique dépassent substantiellement le niveau généralement observé à l'échelle nationale. Ils ne peuvent donc pas être décidés par la NFR. Cette dernière est par contre chargée de définir les critères, niveau d'exposition, type de lieu, présence du public, etc., qui permettront de définir si un point est atypique ou pas et d'opérer un recensement. La rédaction proposée par la proposition de loi dans sa version issue du Sénat lui donne d'ailleurs une plus grande marge d'appréciation. Le recensement demandé par la NFR par l'article 183 de la loi Grenelle, à l'initiative du rapporteur Bertrand Pancher, a été réalisé dans tout type de lieux, y compris des terrasses de piscine, comme nous l'ont indiqué les représentants de cette dernière en audition. Restreindre la définition en lieu fermé est jugé trop restrictif par l'agence elle-même. Source d'insécurité juridique, avec l'expression pour le moins imprécise dans votre amendement, population qui séjourne pour des périodes longues et irrégulières dans le temps.
donc insécurité juridique possible. L'amendement est par ailleurs satisfait partiellement par l'alinéa suivant qui conditionne la réduction du niveau des champs à la faisabilité technique et au maintien de la qualité et de la couverture des services. Il appartient aux exploitants, si ces conditions sont réunies, de prendre les mesures permettant de protéger le public dans la droite ligne de l'objectif poursuivi par M. Pranchère, dont les oreilles doivent siffler en ce moment. Rapporteur lors de l'examen du projet de loi Engagement national pour l'environnement, je cite, « inciter valablement les opérateurs de téléphonie mobile à tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible le taux d'exposition de la population. » On ne peut pas contrôler tout le monde, Yannick. Oui, je trouve que c'est... Oui. Nous sommes très attentifs. Voilà. Merci. Donc, je mets aux voix le CD4, même vote, donc il n'est pas adopté. Le CD5, M. Favennec, suppression de l'alinéa 21. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer cet alinéa 21, tout simplement parce qu'il introduit le concept trop flou de vulnérabilité et parce que l'articulation qu'il préconise entre mutualisation et sobriété de l'exposition serait techniquement impossible. Madame la rapporteure. Avis défavorable. L'ANSES, bien qu'elle évoque une absence de risque avérée, ne parle pas d'absence de risque, je l'ai dit tout à l'heure, et formule des recommandations d'usage modéré pour les enfants, les personnes fragiles, ainsi que pour les utilisateurs intensifs. La notion de personnes sensibles vulnérables est donc bien pertinente. Le décret du 3 mai 2002 que vous citez impose en effet un certain nombre de mesures pour protéger les établissements dits sensibles, mais le champ du décret proposé vise aussi à décliner toutes les modalités d'application du principe de sobriété, ainsi qu'à rationaliser et mutualiser les installations, ce qui aujourd'hui ne peut être imposé que dans des zones de moindre densité. Avis défavorable. Donc. Merci. Donc, avis défavorable de Madame la rapporteure. Même vote. Donc, il n'est pas adopté. Merci beaucoup. Je vous invite à voter l'article 1er non modifié qui est pour. Qui est contre, il est adopté. L'article 2 non modifié, je vous invite à le voter. Qui est pour, il est adopté. L'article 3 est conforme, donc je ne le mets pas au vote. L'article 4, j'ai alors un premier amendement, le CD6, mais qui concerne le remplacement de maîtrise de sobriété par maîtrise. Il est défendu, Monsieur le Président. Donc il est défendu, donc il est rejeté. Merci. Le CD7, Monsieur Favennec. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à circonscrire l'obligation d'information aux seuls équipements émetteurs qui sont installés dans les locaux privés à usage d'habitation, à l'initiative ni du propriétaire ni des occupants, et à supprimer toute référence à un seuil fixé par décret, un tel seuil étant injustifié, discriminatoire et même anxiogène. En outre, le texte actuel pourrait concerner différents types d'appareils, télécom, électroménager, éclairage, achetés ou installés par le propriétaire ou les occupants de l'habitation, ce qui induirait donc des actions d'information sur les emballages contraires à la libre circulation des produits dans la communauté européenne. Merci, Madame la rapporteure. Ne sont concernés que les équipements émetteurs de champs électromagnétiques d'un niveau supérieur à un seuil fixé par décret. Les exemples donnés dans l'amendement à l'appui du raisonnement, on pense à l'électroménager, à l'éclairage, ne sont pas concernés. La notion de seuil est d'ailleurs bien pertinente puisqu'elle permet de fixer un critère objectif. Elle est donc préférable à une liste fixée par décret qui était la rédaction retenue par l'Assemblée nationale. Donc une meilleure rédaction. Avis défavorable à votre amendement, Monsieur Favennec. Merci. Même vote sur le CD7, donc il n'est pas adopté. Je vous invite à voter l'article 4 non modifié. Même vote, il est adopté. L'article 5, j'ai un CD8, Monsieur Favennec. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je n'aurai pas plus de succès, mais cet amendement vise à préciser que l'interdiction de publicité sans kit oreillette vaut pour les communications vocales. Merci, Madame la rapporteure. L'alinéa 6 interdit tout visuel mettant en scène un téléphone, quel que soit son usage, qui ne respecterait pas l'obligation de fournir un kit main libre avec le dit téléphone. C'est issu de la loi Grenelle 2.
Je cite, « Les terminaux électriques, radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions électromagnétiques lors des communications. » Une comparaison pour illustrer mon propos, ce serait comme si ne pas mettre en scène le kit main libre, ce serait comme si une voiture qui figure dans une publicité devait obligatoirement être équipée de ceintures de sécurité lorsqu'elle roule, mais pas lorsqu'elle ne roule pas. Donc le kit main libre fait partie de l'ensemble, fait partie de l'équipement, on va dire. Et j'ajoute que la présence du kit main libre est tout à fait nécessaire pour que petit à petit, nos concitoyens changent de comportement. Merci. Donc, avis défavorable. Avis défavorable sur le CD8, donc je le mets aux voix. Même vote, il n'est pas adopté. Le CD9, supprimer l'alinéa 7, Monsieur Favennec. Merci, Monsieur le Président. Je rassure nos collègues, c'est le dernier. Peut-être que pour le dernier, j'aurai satisfaction, Madame la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l'obligation à la charge des opérateurs de fournir à la demande un kit oreillette adapté aux enfants de moins de 14 ans, car en fait, cela apparaît disproportionné et surtout impossible à mettre en œuvre, étant donné que la loi Grenelle II interdit toute publicité visant à promouvoir l'usage du téléphone mobile pour les moins de 14 ans. Il y aurait donc une certaine cohérence. Madame le rapporteur. Il ne s'agit pas pour nous, vous vous en doutez, de faire la promotion de l'usage du téléphone par les enfants, mais de tenir compte de la réalité et de proposer des équipements adaptés. Les adultes sont aujourd'hui sensibilisés aux risques encourus par les enfants. De telles demandes de la part des acheteurs sont donc justifiées et pleinement envisageables. Les représentants des fabricants que nous avons auditionnés n'ont pas mentionné une quelconque impossibilité technique et au contraire ont fait preuve d'allant et de volontarisme sur ce sujet. Je ne saurais m'en plaindre. Très donc, bien. Avis défavorable. Donc, avis défavorable. Désolé, monsieur Je suis très déçu, Madame la rapporteure. Voilà, donc même vote sur le CD9, donc il n'est pas adopté avec toutes nos excuses, cher Yannick. Je vous invite à voter l'article 5 non modifié. Il est adopté. L'article 6 non modifié, je vous invite à le voter. Il est voté. L'article 7, il est conforme, donc je ne le fais pas voter. L'article 8 non modifié, qui est pour, il est adopté. L'article 9 supprimé, c'est une suppression à confirmer. Qui est favorable à cette suppression? Vous êtes favorable, donc il est supprimé. L'article 10, c'est une suppression conforme, il n'y a pas de vote. Je vous invite à voter donc cette proposition de loi qui nous est venue du Sénat, non modifiée, qui est pour, qui est contre. Elle est adoptée. Merci beaucoup, merci à notre rapporteur et merci à Aline Bafali. Merci.